Fidèles amis de la télévision nationale, bonjour. Voici les titres du 13h. Avis défavorable des populations du Septentrion à une quelconque retouche de la Constitution du 11 décembre 1990. L'honorable Idrissou Bako n'a pu avoir la caution des siens pour approuver le projet. Fin du séjour du secrétaire général de l'UIT au Bénin, un séjour riche en activités et clôturé par une visite de site touristique. Pauline Chao a fait le point de son séjour à l'occasion d'une conférence de presse. Les populations d'Akpakpa Abattoir désapprouvent leur cohabitation avec les bœufs, l'usine d'abattage qui a donné son nom au quartier. La rédaction du journal télévisé est allée constater les raisons de cette désapprobation. À nouveau, bonjour et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité. Le projet de révision de la Constitution fait toujours couler encre et salive. L'Association des parlementaires européens, en partenariat avec l'Afrique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, a offert un espace de dialogue aux députés et responsables de partis. Au cœur des échanges, le projet de révision de la Constitution et l'objectif est de voir les aspirations des partis politiques prises en compte dans le processus. Alexis Segbemont et Jean-Claude James pour le point. Au cours de cet atelier, le débat est mené autour du projet de révision de la Constitution. Honorables députés et représentants de partis politiques partagent leur point de vue sur la question. Une initiative de l'Association des parlementaires européens en partenariat avec l'Afrique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Chaque article modifié ou ajouté ou supprimé est présenté et les partis politiques émettent leur avis sur la proposition qui est faite. Elles peuvent trouver qu'il faut l'enlever carrément ou bien la modifier, et ceci se fait en présence des députés qui apportent également leur connaissance de la question. L'objectif qui est en train d'être atteint d'ici est même au-delà de nos attentes, parce que le NIMD dit quoi? Le NIMD dit, c'est vrai, les partis politiques ont leurs intérêts qui peuvent diverger. Mais lorsqu'il s'agit d'intérêts nationaux, ils doivent pouvoir dialoguer en leur sein et retenir des résolutions où chacun d'eux se retrouve à l'intérieur. À ce rendez-vous de dialogue interparti, les échanges se déroulent sous le regard effectif d'un panel d'experts, juristes et constitutionnalistes. Non, l'idée n'est pas de retenir quelque chose, parce que ce n'est pas nous qui décidons ici. L'idée, c'est de voir quels sont les avantages ou les inconvénients. Nous, on opine en disant, si vous allez au mandat unique, voici les obstacles, voici les avantages, voici les inconvénients. Il ne nous appartient pas de décider à la place des parlementaires. Les conclusions de cette rencontre de 48 heures vont certainement aider les élus du peuple au cours de l'examen de ce projet de révision de la Constitution. Et les députés continuent leur quête des avis des populations à la base. Malanville, Karimama et Kandi, ce sont les localités sillonnées par le député Idrissou Bako, et ces populations ne sont pas du tout favorables à la révision de la loi fondamentale. C'est du moins ce qui ressort des échanges que nous relatent Firmin Bassao et Judikaël Ayena. Le député Idrissou Bako accueilli avec tous les honneurs à Malanville, Karimama et Kandi. Une descente aux allures d'une consultation sur le projet de révision de la Constitution. Le contenu doit être amélioré à tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. Et si c'est amélioré à ces différents niveaux et accepté, vous pouvez dire oui, nous allons le faire. Si vous nous dites le contenu ne vous agrée pas, vous dites non, nous allons dire non sans état d'âme. Pour ces populations rencontrées à Malanville, Karimama et Kandi, l'heure n'est pas à la révision de la loi fondamentale et pour cause. L'urgence, c'est de penser à l'emploi des jeunes. L'urgence, c'est de penser à la santé de la population. Nous ne voulons pas toucher d'autres positions. Votre choix est le mien. Je viens de Malanville et de Karimama.
leur choix est clair et votre avis sera respecté par nous. 43 articles ont été touchés. Donc 43 articles modifiés sur 160. Nous pensons que c'est très important. Alors, à l'Assemblée nationale, tous les députés à l'unanimité ont rejeté le fait que l'étude soit faite en procédure d'urgence. Les populations de Malanville, Karimama et Kandi prennent date dans l'espoir que leur choix sera respecté par le député Idrissou Bako. Et l'honorable Nassirou Arifari Bako sait également déjà ce que pense la population de Kandi. C'est à la faveur de sa rencontre avec sa base sur cette actualité qui défraie la chronique. Firmin Bassao, Jules Kaelaïna. Je voudrais expliquer. Le député Nassirou Arifari Bako a Kandi pour consulter sa base. Le projet de révision de la Constitution fait polémique et l'élu de la première circonscription électorale n'entend pas opérer le choix tout seul sans l'avis de la population qui l'a mandaté. Il fallait descendre pour écouter le peuple ordinaire, prendre ses préoccupations, lui exposer le contenu du projet de révision. Aussitôt lancé, le débat déchaîne les passions dans la salle. Ce qui use aujourd'hui là, c'est le social et le béninois. On est mû politiquement. Quand on a faim, on n'entend plus rien. Vous-même, vous l'avez dit, ce que vous nous avez expliqué, c'est un peu. Nous-mêmes, nous sommes informés de beaucoup de choses. Ce que nous allons vous demander maintenant, c'est de faire en sorte que la Constitution là ne soit pas votée à l'Assemblée. Kandi, Malanville et Karimama. Nous avons écouté beaucoup de réserves de la part des populations. Nous avons écouté beaucoup de souhaits quant à l'organisation d'un référendum plutôt que la voie parlementaire exclusive de bout en bout. Le peuple devra être entendu, mais nous ne pouvons pas dire que notre Constitution est une Bible ou un Coran et qu'il ne peut pas être retouché. Le député Nassirou Bako dit avoir pris bonne note des réserves et souhaits formulés par ses mandants. La décision sera consensuelle, rassure-t-il. Abordons d'autres sujets de l'actualité à présent. Une semaine après que 7 conseillers communaux de Toribo-Sito ont créé le G7, le maire de la localité adhère au groupe. Robert Tolegbon affirme que pour le développement de Toribo-Sito, nul ne sera de trop. La première autorité de la localité revient ici sur les raisons de son adhésion au G7. Il a choisi l'arrondissement d'Azorpe Aliko pour faire sa déclaration. Suivons-le au micro de Blaise Adampo et Daniel Ada. Dans notre conseil, on note 2 blocs. Il y a un bloc constitué de 7 conseillers d'un côté qui s'est dénommé ici en ces lieux il y a environ une semaine G7. Et de l'autre côté, 5 conseillers. Moi, en tant que maire de la commune, j'ai l'obligation de composer avec tous les constituants du conseil communal. Par ailleurs, le groupe G7 a fait à mon endroit 2 exigences. La dernière en date est celle d'aujourd'hui, qu'il a considérée comme un préalable pour voter le budget primitif 2017, faciliter son vote. En tant que maire de la commune et dans l'intérêt supérieur de la commune de Toribo-Sito, j'ai accepté de rejoindre ce groupe afin de contribuer à faire ramener le calme et l'harmonie dans mon conseil communal. Vous avez fait le choix d'adhérer au groupe G7. Nous souhaitons que, ensemble avec le G7, Dieu nous inspire, que le développement de Tori soit notre préoccupation pour le bien-être de nos populations.
Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a achevé sa visite de travail au Bénin hier mercredi. Il a animé une conférence à l'université d'Abomey-Calavi avant de se rendre à Ouidah où il a visité quelques sites touristiques. Précieuse Akwehonou et Rosemond Tchakwe l'ont suivi. Le secrétaire général de l'UIT attire l'attention de la communauté estudiantine sur le rôle qui est le sien dans le développement du numérique. Les étudiants et les professeurs voudraient bien développer la solution application pour connecter les gens locaux avec de nouvelles technologies. De cette conférence pourraient naître des accords entre l'université d'Abomey-Calavi et l'UIT. Un acte qui cadre avec la vision du gouvernement, celle de faire du Bénin une plateforme numérique pour l'Afrique d'ici 2021. Roulin Zao poursuit sa visite à Ouidah, cette fois-ci pour découvrir quelques lieux magiques de l'histoire de notre pays. C'est la première visite, mais il y a beaucoup de surprises. Par exemple, on a visité le musée de Royaume Ouidah. C'est aussi le musée d'histoire. Donc, je crois que c'était très utile pour moi aussi pour connaître la vie d'esclaves africains. Une visite riche en émotions qui pourrait apporter un plus au Bénin à l'ère du numérique. Atlantique FM, la radio leader dans le 8e arrondissement de Cotonou. Elle y a déroulé ce mardi ses émissions et c'est une initiative qui participe de la volonté des responsables de mettre ses auditeurs au cœur de ses émissions et confirmer son statut de radio de proximité. Ulvaeus Balogun, Dine Bouraïma. Atlantique FM se rapproche de ses auditeurs du 8e arrondissement de Cotonou. Une délocalisation par trimestre pour mieux impliquer les populations à la base dans la chaîne de production et de réalisation de ces émissions. Atlantique FM étant d'abord une radio de proximité, nous nous rapprochons beaucoup plus de nos auditeurs. C'est pour cela que de temps en temps, nous nous retrouvons quelque part en ville, dans un village, d'où nous émettons en direct. Par le biais de ce rapprochement, la radio leader a fait une retransmission en direct de quelques-unes des émissions de sa grille des programmes. Ce que nous mettons en exergue beaucoup plus, ce sont les émissions que nous présentons parce que ce sont les émissions qui touchent le quotidien de ces populations-là, d'où nous émettons en direct. Par exemple, aujourd'hui, en direct, nous avons présenté une émission en fond où on parle des problèmes de foyer. Ça touche directement ces populations-là et ce sont ces populations-là même qui interviennent, qui posent des questions, qui donnent leurs avis par rapport à un sujet donné concernant bien sûr la famille. Des émissions spéciales très appréciées qui ont levé le voile sur les difficiles conditions de vie des populations du 8e arrondissement. J'ai été surpris de toute la synthèse qui a été faite sur le 8e arrondissement. Et ça, je vois au niveau de Atlantique FM du professionnalisme. Et ce qui a été fait aujourd'hui va permettre à beaucoup de personnes de mieux comprendre le 8e arrondissement et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Atlantique FM, la radio leader, confirme ainsi sa devise d'être une radio de proximité au service de ses auditeurs. Le projet de formation de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation des zones rurales du Bénin, PPEA, est à sa fin. Il faut faire le bilan de sa mise en œuvre et réfléchir sur le nouveau mécanisme. Et c'est à cela que se sont attelés les participants à l'atelier du 28 mars au Codiam. Le reportage de Ghislain Bouguet. Cet atelier marque la fin du projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la transformation des zones rurales du Bénin, PPEA. C'est donc l'heure de faire le bilan des 5 années de mise en œuvre du dit projet. Piloté par le Centre d'expertise de partenariat et de développement, le projet PPEA est financé par le gouvernement béninois et le programme des Nations Unies pour le développement. La formation de 795 jeunes entrepreneurs agricoles, dont 135 femmes, et le suivi post-installation des installés. Le projet a donc connu des acquis qu'il est question de pérenniser. Compte tenu de l'allocation restreinte du budget subi par ce projet, seuls 785 jeunes ont été formés. La question de financement devrait également se poser, mais je crois savoir là aussi que le gouvernement a de véritables ambitions.
je dirais, de grosses ambitions. À l'ouverture des travaux de l'atelier, les participants sont invités à travailler à une bonne orientation d'un nouveau projet de développement de l'agrobusiness PEDA. La formulation devra donc prendre pour socle le PAG. Les orientations et les réformes structurelles dans le secteur agricole devraient également épouser la vision du gouvernement. Un mécanisme de suivi est mis en place qui prend en compte les bénéficiaires dans leurs ambitions. Le mécanisme que nous avons mis en place permettra à ces jeunes de continuer leurs activités. Suivant les orientations du chef de l'État, Patrice Talon, et sur l'institution du ministre d'État chargé du plan et du développement, nous avons déjà initié un nouveau projet, c'est le projet du développement de l'agrobusiness au Bénin. PPEA cède la place au PEDA pour de nouvelles orientations et perspectives dans la lutte contre le chômage des jeunes. D'un projet à un autre, les différentes séances de sensibilisation sur le projet Emploi des jeunes entamées depuis le lundi 27 mars dernier a connu son épilogue. Et c'est l'étape de Cotonou qui a mis un terme à la tournée des responsables du dit projet. Une rencontre à la salle de conférence de la mairie de Cotonou a sanctionné la fin du périple que nous relate Blaise Adanko. Fin de sensibilisation sur le projet Emploi des jeunes pour les responsables du dit projet. Devant les autorités de la ville de Cotonou et les artisans, la coordination du projet a présenté son contenu. Le projet Emploi des jeunes est une initiative du gouvernement du Bénin et qui est mise en œuvre avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale pour améliorer les compétences et les opportunités d'emploi des jeunes qui sont dans le chômage ou les jeunes sous-employés. Il est question aujourd'hui d'apporter une contribution dans le développement des compétences par apprentissage pour l'ensemble des jeunes du secteur informel. La composante 2 va exclusivement s'attaquer à la formation, à l'entrepreneuriat. Maintenant, lorsqu'on les a appuyés pour qu'ils puissent créer leur entreprise, il faut maintenant les appuyer pour l'installation, d'où la composante 3 qui va s'occuper exclusivement de l'installation. Engagement collectif des artisans et des autorités municipales après les échanges. Le conseil municipal de Cotonou et son président est tout à fait heureux d'apporter sa contribution, surtout dans le contexte économique actuel qui est caractérisé par une certaine morosité. Notre engagement est total parce que les présidents des 4 collectifs sont là et nous allons mobiliser même plus. Il y a au total 1156 jeunes qui seront pris en compte avec 50% de femmes et 50% d'hommes. Pour la composante 3, il y aura 816. Passé l'étape de sensibilisation, suivra celle de l'enroulement des jeunes dans les différents arrondissements du Bénin. Il est souvent montré du doigt par les habitants d'Akpakpa. L'abattoir de Cotonou serait à l'origine des mauvaises odeurs qui envahissent le quartier Akpakpa. La cohabitation des bœufs avec les usagers de la route n'est pas également bien perçue. Koudous Aboulaye et Dine Bouraïman sont allés constater les faits. Difficile de les arrêter lorsqu'ils sonnent l'heure du pâturage. Ils deviennent maîtres de la chaussée, mettant en difficulté les usagers de la route. L'abattoir de Cotonou, d'où proviennent ces animaux, fait l'objet de critiques des habitants du quartier. Là, nous, là, ça, on vient surtout là où ils ont mis les bœufs là. S'il peut déplacer ça là, pour laisser l'abattoir là même là, ça serait bon pour que nous on va rester dans le quartier pour être en paix. Seulement les bœufs là, si on circule, si on est sur la moto là, ça nous dérange. Les déchets que les gens déversent après avoir battu les bêtes et polluent l'environnement avec des odeurs et consorts. Pourtant, le cadre est régulièrement assaini. Un système est mis en place pour conduire les eaux usées et autres déchets à des endroits appropriés. Est-ce qu'il y a les odeurs ici? C'est un système enterré que nous essayons donc d'entretenir chaque semaine. Il y a des agents d'entretien. Ceux qui lavent le hall là, tout donc ce réseau-là, les regards, chaque semaine, ils ouvrent tout. Donc jusqu'à la fin, ils ouvrent tout et nettoient tout. L'idéal pour les habitants du quartier abattoir, c'est le déplacement du parc à bétail. Mais pas plus tard qu'avant-hier, je me suis rendu chez le responsable même pour lui poser la question de savoir exactement quand est-ce que
la bergerie sera déplacée, de me dire concrètement. Je rassure encore les populations que ce parc à bétail va partir dans les semaines à venir vers Calavi. Évidemment, les hommes et les animaux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ont absolument raison. En attendant d'accéder au nouveau site, les bœufs continuent à battre le pavé. Parlons un instant spiritualité avec la mission chrétienne Réma qui ouvre ses portes aux Béninois dans le cadre d'un programme spécial dénommé Impact spirituel. L'apôtre Williams Bouinsou, organisateur du programme, était dans les locaux de la télévision nationale avec à ses côtés l'invité spécial, l'apôtre Mawena Drao. Ils étaient au micro de Patrick Gbenou et Jean-Claude James. La matière existe à partir du spirituel, donc la parole de Dieu a créé le monde. Donc lorsque le spirituel est impacté, cela change beaucoup de choses dans la vie de l'homme. C'est pour cette raison que nous organisons un programme spécial dénommé Impact spirituel qui a pour thème l'onction brise le joug. C'est un programme puissant qui va transformer la vie de plusieurs personnes. Ici, il y aura une suite dans la vie des gens. Il y aura un changement dans le cœur des gens, un changement dans la vie, changement pratique. Donc ma particularité, c'est de démontrer la parole. Donc je ne viens pas avec les paroles vaines des hommes, mais nous verrons aussi les conséquences de cette parole-là sur la vie des gens. Et ceux qui seront là ne seront pas déçus. Il y aura des guérisons, il y aura des prophéties, il y aura des percées de tout genre dans la vie de ceux qui seront là. J'aurais à parler de l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Quelle est l'origine de l'onction? Ce que l'onction peut faire dans nos vies. Voilà, ce programme va se dérouler d'abord tous les soirs de 19h à 22h. Alors ça commencera le 30 de 19h à 22h et nous avons une rencontre spéciale pour les leaders. Donc le samedi de 10h à 13h, c'est un programme destiné aux leaders. Et ensuite, le dimanche, ce serait l'apothéose, ce serait le culte de gloire. Toute la population béninoise, où que vous soyez, vous êtes invités à ce programme. Hors de nos frontières à présent, Manuel Valls a franchi le pas mercredi en annonçant qu'il voterait dès le premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron, une décision qui a suscité un remerciement prudent du candidat d'En Marche et l'indignation du candidat socialiste Benoît Hamon qui a appelé à sanctionner l'ancien Premier ministre. Reportage. Manuel Valls se met en marche. L'ancien Premier ministre a finalement décidé de soutenir Emmanuel Macron lors du premier tour de l'élection présidentielle. Il abandonne donc ainsi le candidat socialiste Benoît Hamon. Manuel Valls a annoncé qu'il voterait Macron dès le premier tour. Remerciement un peu gêné du candidat du parti En Marche. De contrôle aux frontières. D'abord, je l'en remercie. Et cela traduit le fait que les sociaux-démocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne. Qu'en serait-il alors de Manuel Valls si Emmanuel Macron était élu président? Je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques, derrière laquelle... Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris. Réaction de Benoît Hamon, 5e dans les sondages d'intention de vote et dont la campagne ne décolle toujours pas à 3 semaines du premier tour. Les inspirateurs, les porte-paroles et les théoriciens des décisions qui ont fait tant de mal à la gauche sur la déchéance de nationalité où la loi travail, ont trouvé ou trouvent refuge désormais chez Emmanuel Macron. Avec une Marine Le Pen en tête des sondages, Manuel Valls a justifié son choix par la nécessité, selon lui, de ne prendre aucun risque pour la République. Emmanuel Macron, lui, compte désormais des soutiens aussi hétéroclites que Robert Hue ou Alain Madelin. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump accueillera son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi lundi prochain à la Maison-Blanche pour évoquer, entre autres, la lutte contre le groupe État islamique. L'annonce est faite par l'exécutif américain. Il s'agira de la première visite aux États-Unis de M. Sisi en tant que président. Reportage. Lutte contre le groupe État islamique. Conflit israélo-palestinien au menu de la visite du président égyptien à la Maison-Blanche le 3 avril. Au cours de cette visite, la toute première d'Abdel Fattah al-Sisi en tant que président à l'invitation de Donald Trump, il sera également question de l'aide militaire américaine à l'Égypte, une aide en partie suspendue en 2013 par Barack Obama
en réaction à la répression contre des partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. Une aide qui a finalement été rétablie en mars 2015 avec une enveloppe de 1,3 milliard de dollars chaque année. Lors d'un entretien téléphonique dimanche dernier, les deux hommes sont tombés d'accord pour continuer à échanger leurs points de vue sur une série de questions régionales, notamment les menaces que constitue l'Iran, a indiqué le porte-parole de la Maison-Blanche. Après la victoire de Donald Trump, Al-Sisi a déclaré espérer un nouveau souffle dans les relations entre les deux pays, appelant à plus de coopération et de coordination pour le bénéfice des peuples égyptiens et américains, ainsi que le renforcement de la paix, de la stabilité et du développement au Moyen-Orient. Et c'est tout pour cette session de l'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon appétit à tout un chacun et agréable suite de journée.